Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag. Ça sera la dernière émission, dernière semaine de l'année. Et puisque c'est la dernière semaine de l'année, qu'en cette période, on réfléchit au bonheur, on réfléchit aux souffrances des autres, on réfléchit aussi à l'avenir des enfants. Eh bien, il sera beaucoup question d'enfants dans cette émission. Des enfants qui, au départ de leur vie, n'ont pas forcément les mêmes chances que les autres. Et puis, il arrive que quelquefois, des sortes d'anges interviennent avec un bon point de vue d'ailleurs sur toutes ces choses-là pour que ça ne demeure pas en l'état. Et vous allez nous en présenter quelques-uns, Alex. Oui, eh ben, il faut dire d'abord que nous allons faire une espèce de jeu de saute-mouton entre la Suisse, le Valais en particulier, et la Colombie. Ça n'est pas la porte à côté. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vous présente successivement Christian Michelot. Christian Michelot, c'est un monsieur qui a eu un coup de cœur il y a une quinzaine d'années en Colombie. Il y est retourné avec sa femme. Ils ont adopté 2 enfants. Et puis, ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant. Alors, ils sont retournés pour aider ceux qui n'ont pas pu être adoptés, qui continuent à vivre là-bas. Ça s'appelle la Fondation Moi pour toi. Alex, peut-être qu'on pourrait expliciter cet étrange symbole là. Alors il faut d'abord le montrer. Si jamais la caméra peut le montrer. Regardez, voilà une main et moi pour toi. Une main sur le cœur. Une main sur le cœur, oui. Alors moi pour toi, Christian, allez-y, expliquez l'origine peut-être. Alors l'origine du logo, c'était pour chercher un mot très simple pour parler aux gens très rapidement et pour que la main arrive jusqu'au cœur, pour que le message passe. Donc c'est une main, vous voyez, avec des petites mains noires qui s'imbriquent. En fait, c'est une main qui se tend et toutes les mains qui attendent autre chose de l'autre côté. Et sur le toit, il y a un petit jeu de mots, j'aime assez les jeux de mots. Peut-être que vous en apercevrez d'ici durant la semaine. Donc sur le toit, il y a un toit qui fait moi pour toi, toi et toi et toi. Enfin, voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous allez peut-être voir aujourd'hui. Un toit sur le toit. Voilà. Bon. Alors Christian Michelot avec sa femme Michel qui ne peut pas être là aujourd'hui, elle est en Valais, elle est pas bien, elle est malade, elle a une grosse grippe, mais je pense qu'elle pourra quand même nous rejoindre avec vos 2 enfants un mercredi. À côté de Christian, je vous présente Marlise Morard. Marlise Morard et à côté d'elle son mari Pierre-Alain. Ce sont des bénévoles du Valais qui sont allés justement dans ces foyers pour jeunes en Colombie. Et puis ils sont allés comme bénévoles. Ils sont aujourd'hui tous deux les 2 responsables des 2 foyers de la Finca École, de la ferme école qui accueille près de 100 enfants. À ma gauche, 2 anciens bénévoles qui sont eux aussi allés travailler pendant un certain temps en Colombie, en général 1 an. Juste à côté de moi, Philippe Chabet. Il y est allé en 94. Et Claude Albazini, vous y étiez quand, Claude ? De 94 à 96. Donc vous êtes succédé quasiment. Voilà. Alors on aura l'occasion d'en reparler. Mais évidemment, la Colombie, ça n'est pas... Enfin, ce sont les enfants, bien sûr. C'est le bonheur parfois à travers la violence, mais c'est surtout beaucoup la violence et l'inégalité. Oui, Alex, qu'on pourrait dire au départ, parce que c'est vrai, hein, on va être entre Suisses, valaisans de surcroît, pour parler de la Colombie et des enfants qui sont en difficulté. Puis, peut-être on s'est dit au début de cette semaine, il y aurait tout de même un rappel à faire. Il y a un rappel à faire que sur place, il y a des parents, des hommes et des femmes qui tentent d'élever leurs enfants. Et parfois, c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Et ils essayent quand même de faire quelque chose. Regardez, c'est tiré d'un temps présent que nous avons diffusé il y a quelques années. La letra. ¡Está al tiempo! ¡Jugando la letra! De antemano, los 3 hijos. Voici les 3 enfants de ma sœur Cecilia. Alex, Daily y Manuel. Y una hermana mía. Une de mes sœurs qui n'est pas en Colombie. Pour des raisons financières, elle a dû émigrer vers un autre pays afin d'avoir un avenir meilleur. Et voici, c'est mes 3 fils. Ensuite, voici une nièce. C'est un cas spécial, son père se drogue. Et là, c'est mon petit-fils. Et voici les 3 enfants d'Elena. Vous vous demandez pourquoi ils sont ici avec moi? Eh bien, c'est à cause de la situation dans laquelle se trouve leur mère. Ma sœur est incarcérée dans un pénitencier aux États-Unis. Avant ça, elle était emprisonnée en Suisse. Et tout ça, c'est à cause de la situation sociale que nous vivons ici en Colombie.
À cause aussi des besoins de ses enfants et parce qu'elle appartient à une classe sociale très pauvre. À cause aussi d'une instruction insuffisante, ma sœur a fini par recourir à ces méthodes. Et comme vous le savez, ces organisations-là finissent par séduire le plus prudent. Voilà pourquoi elle souffre aujourd'hui, loin d'ici, dans une prison. Et voilà pourquoi ses enfants sont là, abandonnés. Enfin, abandonnés entre guillemets, car ses enfants vivent ici chez moi, dans un foyer qui, comme vous pouvez le constater, est très humble, mais il y règne beaucoup d'amour, de foi en Dieu et la volonté de nous débrouiller avec les enfants. Voilà, c'est un exemple sur lequel nous pourrons revenir avec nos invités dans un instant, mais Alex, ça n'est pas un portrait singulier. On peut trouver d'autres familles comme ça en Colombie. Ce qu'on peut dire, vous avez vu, ils sont 12 enfants, là ils appartiennent, c'est pas vraiment une fratrie, mais ils sont de près ou de loin cousins, frères et sœurs, et en fait tout ça tient sur la volonté, je dirais sur la vie de cet homme. Or, la vie ne coûte pas cher, ne vaut pas cher en Colombie. Si cet homme disparaît, vous avez là, d'un seul coup, 12 gamins de la rue. Voilà, c'est tout simple. Eh bien, il suffit que ça arrive et les gamins, ils arrivent chez vous. C'est exactement ça qui se passe. Alors, le regard sur la réalité colombienne de cet homme-là, justement. Ici, la société n'est faite que pour un seul groupe, pour ceux qui ont le plus d'argent. Nous autres qui n'en avons pas, nous sommes des moins que rien, des laissés pour compte. Nous n'avons pas d'avenir. En fait, nous n'avons aucun avenir. C'est comme ça qu'on vit en Colombie. Et c'est à cause de ça que nous sommes rongés, ici, en Colombie, par le problème de la drogue. Vous avez un type qui gagne 25 ou 50 francs par semaine et un autre qui gagne plus de 100 francs en 1 heure. Il faut en plus voir le travail qui se fait. Moi, je pose des briques pour 25 francs par semaine en travaillant durement 6 jours par semaine, en m'écorchant les mains. En revanche, un autre avec de la pâte, de la drogue, gagne 120 francs en un seul instant. Ce n'est pas une vie. On ne peut pas appeler ça une vie. Ce n'est pas ainsi qu'on peut faire progresser une société. Une société comme celle-là ne créera jamais des citoyens, mais des délinquants. Alors, 2 aspects à ces 2 interventions. Le premier aspect, c'est le regard de cet homme sur les 12 enfants. Vous avez tous une expérience de Colombie. Quel est le commentaire que vous pouvez faire parce que c'est quand même extraordinaire. À la fois la dureté de son travail, à la fois la faiblesse de son revenu, à la fois l'amour pour ses enfants. Est-ce que c'est, selon vous, vous qui avez passé un certain nombre d'années, est-ce que c'est un cas exceptionnel? Non, absolument pas. Ce qui nous choque un petit peu, c'est que c'est un homme. On a très souvent affaire à des femmes chefs de famille. Mais je trouve merveilleux l'attention à ces 12 enfants qui ne sont finalement pas tous les siens. Et puis le désir de donner un futur. Vous êtes d'accord aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que... Non, il a tout à fait raison. C'est la situation qu'on vit, disons, plus ou moins tous les jours. Dites-nous. C'est très courant. On retrouve ça dans tous les quartiers, dans beaucoup de tranches de la population. Dans la différence des classes est en train de s'agrandir. La classe moyenne est en train d'exploser. On retrouve dans la rue beaucoup de plus en plus de monde, de gosses. Et puis quelle énergie au fond il faut pour ces hommes ou pour ces femmes pour se dire on va quand même tenter de maintenir une partie de la famille, sinon toute la famille. On voit sur le reportage, l'homme est jeune, il doit avoir une trentaine d'années à tout casser. C'est un homme qui est usé et je pense que c'est quelqu'un qui il le montre bien, il est prêt à mourir pour ses mômes, et il le fait d'ailleurs, il est en train de mourir pour ses mômes. Et c'est ça qui est beau en Colombie, c'est de voir cette énergie qui est mise au quotidien par des gens comme ça. C'est des gens comme ça qui nous donnent l'espoir, qui nous font continuer, qui vous font continuer le travail qui est auprès des gosses. Puis là, on peut aussi comprendre une chose, c'est que finalement, il en a 12, il n'arrivera peut-être pas à contrôler ou à gérer le destin des 12, et qu'il y en a quelques-uns qui vont se retrouver dans la rue, et peut-être dans des conditions extrêmes. C'est exactement la raison de l'existence de la Fondation, mais les 3 foyers qu'on a, c'est ce genre d'enfants qu'on récupère, à part les autres enfants qui sont complètement abandonnés, ou orphelins, ou cette situation-là.
Parce qu'il y a une autre façon de mourir pour ces enfants. On n'a pas peut-être à la juger. La maman de 3 de ses filles qui est emprisonnée aux États-Unis, en fait, elle y est pourquoi? Parce qu'elle a passé de la drogue vers l'Europe. C'est un crime, évidemment. Mais en même temps, si elle l'a fait, c'est parce que c'était le dernier moyen pour pour donner à manger à ses enfants. Et que on recrute tous les jours dans les rues de Medellín, de Cali, de Pereira, de Bogota. Alors, c'est par ce bout-là, on comprend que quand la maman est arrêtée, et elle le sera forcément, puis si elle n'est pas arrêtée, elle sera de toute façon un jour tuée par ses propres commanditaires. Et bien ce jour-là, les enfants, il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Là, je me souviens d'un autre temps présent, dans la dernière image qui s'est passée, filmée en Suisse, dans une prison de Heidelbank, prison pour femmes, et l'interview d'une Colombienne justement, qui, la dernière fois de l'émission, disant « Je suis mieux ici à travailler en prison pour mes 12 enfants qui sont à Bogota dans un bidonville, je peux au moins leur envoyer un peu d'argent. » Et une phrase comme ça, c'est quand même terrible. Je suis mieux ici éloigné de ma famille que là-bas. Je ne peux plus leur apporter depuis la prison ici en Suisse. Alors ça, c'est le deuxième aspect. On a vu le nombre d'enfants et le courage de cet homme. Et puis il dit, mais de toute manière, on est dans une société qui est à 2 vitesses. Il y a ceux qui sont riches et qui sont riches par ces moyens-là. Et puis il y a nous autres qui trimons. Ça, c'est aussi une réalité que vous connaissez bien. Tout à fait. Oui. Effectivement, c'est un pays où les différences sont très flagrantes. La différence entre les riches et les pauvres, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore chez nous, heureusement. Il faut rappeler par exemple, Alex, je crois que c'est 2 ou 3 points que les téléspectateurs doivent garder en mémoire avant qu'on aborde le travail que vous faites. C'est que finalement les gamines, comme on dit là-bas, ces enfants qui ont pour seule fortune la liberté, qu'ils essaient de préserver comme ils peuvent, qui ont leur propre langage, ces enfants, s'il leur arrive un accident, imaginons simplement qu'ils se cassent une jambe, il n'y a pas un hôpital qui va les accueillir. Il y en aura peut-être, ça va dépendre des personnes, je crois. La plupart du temps, non, mais il suffira que ce soit le bon moment, et puis qu'un chauffeur de taxi, au lieu de le bousculer, décide de le prendre à son bord jusqu'à l'hôpital, et qu'il y ait quelqu'un de bonne volonté à l'hôpital. Je crois que c'est à peu près... c'est un coup de chance, non? Oui, j'ai eu l'occasion d'assister à un accident de la route, un fait banal. Un môme se fait shooter par une moto. Moi, j'étais dans un bus. Le temps de descendre du bus, personne s'occupait de ce môme. La vie continuait. Je me suis approché du môme et il a fallu hurler pour obtenir qu'un automobiliste prenne en charge ce môme qui avait une fracture du crâne. Bien sûr, il a fallu pas l'abri parce qu'on ne voulait pas m'accepter, ça allait salir les sièges de voiture. Arrivé à l'hôpital, malgré les freins, les réticences de cet homme, il a fallu aussi bousculer le portier pour qu'il me laisse rentrer. On m'a dit de déposer le môme aux urgences, mais par terre. Là, j'ai forcé le passage et j'ai mis sur un lit. Et enfin, des infirmières sont venues, en voyant la gravité du cas, s'occuper de ce môme. Mais la vie d'un môme, la vie d'un gaminet, elle ne vaut pas cher. Parce que si vous n'aviez pas été là, vous, un étranger qui peut avoir un certain poids, l'enfant restait sur le bord de la route. Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, ça aurait mis plus de temps. C'est tellement courant. On ne s'arrête pas pour un môme. Un gamin de la rue, on est séchable. C'est une monnaie courante, on n'en fait plus qu'un. Et c'est ça qui est terrifiant quand nous, on débarque d'un pays comme la Suisse, où on est protégé de tout. On débarque bénévole, volontaire là-bas avec beaucoup de bonne volonté. Il y a une grande gifle qui nous parvient à la figure, c'est ce contraste, ces 2 mondes. Il faut du temps pour s'adapter à ça. Mais en quelque part, on parle souvent de ces côtés négatifs de la Colombie, mais nous, on a découvert durant ces 2 années les merveilles de ce pays. Les gens sont extraordinaires, vivant dans cette difficulté. On a rencontré des gens phénoménaux. Alors, par rapport à des situations comme celle-là, il y a évidemment plusieurs réponses. L'une d'entre elles, et il sera fait allusion à cela tout à l'heure, ça peut être une forme d'adoption. L'autre réponse, c'est évidemment tout un travail qui se fait sur place pour ceux qui restent, pour ceux qui, peut-être, on démultiplie un peu l'aide. Ça, c'est un vieux débat classique, mais dans lequel vous êtes entrés tous, puisque vous avez choisi les 2 modes d'action.
Alex, on va un peu mieux connaître cette association. Oui, mais je vous propose de vous expliquer comment pratiquement elle a débuté. C'est-à-dire que, en fait, Christian, avec qui j'ai eu la chance de partager le voyage tout récemment en Colombie, me démentira pas. C'est d'abord un regard croisé avec un enfant, et puis ensuite, c'est l'histoire d'un couple valaisan qui décide d'adopter un enfant, et Christian se souvient de la Colombie. Il y retourne avec sa femme, ils adoptent un premier enfant qui s'appelle Jonas, et ils s'y retournent 2 ans plus tard pour adopter un deuxième enfant qui s'appelle Andrés. C'était il y a 9 ans. Et si je vous parle du deuxième plutôt que du premier, c'est pour des raisons purement télévisuelles. C'est que pour le deuxième voyage, Christian avait décidé d'emporter avec lui une petite caméra. Regardez. Alors voilà la maison de la famille provisoire d'accueil. Voici l'avocat qui se chargeait de la négociation, je dirais, ou en tout cas de la légitimité de la chose. Et voici la première rencontre avec Andrés. Voilà la grand-mère la grand-mère de nourricière qui s'est occupée de lui quelques jours. Et puis voilà, on change de décor, on quitte le bidonville, on arrive à l'hôtel. Et pour Andrés, c'est sans doute le premier bain, en tout cas la première baignoire de ce type, le premier shampoing avec bouteille spéciale. Il ne connaît pas encore très bien, il va découvrir. Voici Michel, que nous saluons. J'espère qu'elle pourra être avec nous mercredi, elle sera remise. Je ne peux pas vraiment dire qu'il apprécie. Hein. Non, mais ça viendra. Alors, et puis, autre découverte, le premier pot pour bébé, parce que j'ai pas besoin de vous dire que c'est généralement pas ce que mangent, au prix où ça coûte, ce que mangent les bébés de là-bas, en tout cas ceux des bidonvilles. Ça, c'est toujours à Pereira. Et puis après c'est un petit peu repris, on ira dire un dernier au revoir à la famille provisoire d'accueil, mais d'abord un premier baiser, regardez. Oui, l'au revoir à la famille provisoire d'accueil qui s'était chargée d'Andrés pendant quelques mois. Et puis l'avion. Là aussi, bien sûr, pour Andrés, c'est le premier voyage en avion. C'est bien sûr aussi la première traversée de l'Atlantique, pas besoin de le dire. Mais ça, il ne s'en rend pas compte, il fait nuit. Et puis, arrivé le surlendemain en Valais, ça sera la première rencontre avec son grand frère, qui lui aussi, Jonas, a été adopté en Colombie, il a 2 ans de plus. Et on les verra tout à l'heure, aujourd'hui, avec 10 ans de plus. Oui, j'imagine que ce sont des images que vous revoyez de temps en temps, non? Elles sont de toute façon en moi, oui. Donc je n'ai même pas besoin de les revoir pour qu'elles soient en moi. Et c'est vrai que... Je veux dire, dans le cœur, non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, tout ça, je veux dire, bien sûr. Parce que tout est une question de cœur, quoi. La Fondation Main pour toi, et tout le monde va vous le dire. Et c'est le message qu'on fera passer cette semaine. Et en fait, je reviens quand même au départ, parce que c'est vrai que ce premier regard que j'ai eu il y a 23 ans précisément, lors d'un voyage que j'ai fait durant quelques mois pour changer un peu de vie par rapport à la Suisse, et j'étais dans un train, l'unique train qui existait en Colombie, entre Bogota et Santa Marta, le Nord. Le voyage peut durer 24 ou 48 heures suivant les humeurs du chauffeur, suivant son envie de boire de l'aguardiente ou de moins en boire. Et puis tout d'un coup il s'arrête, et en pleine campagne comme ça. Et j'ai croisé derrière la vitre, donc il y avait une petite hutte avec une petite fille qui est arrivée avec son petit gros ventre, elle avait peut-être 2 ans ou 3 ans. Et j'ai regardé, on s'est regardé, et ce regard-là, je ne l'ai jamais oublié, je l'ai toujours en moi maintenant. Ensuite, bien sûr, je suis rentré, et on s'est mariés, on a adopté le premier enfant, et dans le regard de Jonas, j'ai trouvé ce regard qui était en moi depuis déjà 10 ans. C'était une grossesse qui était longue. Et finalement, ensuite, on a commencé à agir un petit peu par rapport aux autres enfants qui ont ce même regard aussi, là-bas en Colombie. On a adopté un deuxième. Et puis les choses ont fait boule de neige, c'est le cas de le dire ici, mais pas là-bas, mais puisqu'il n'y a pas trop de neige. Et maintenant, on en est à ce point. Très vite, vous avez fait le choix en vous disant, ça ne sera pas que l'adoption, mais ça sera aussi du travail sur place, ou c'est venu plus lentement? Non, alors il faut bien que les choses soient claires au départ. L'adoption n'a rien à voir avec la Fondation Main pour toi. L'adoption est née d'un coup de cœur que j'ai eu pour un enfant. Se regarde derrière la vitre pour un pays, pour ces gens, et ensuite la décision d'adopter. Et par rapport à ça, et par rapport à tous les autres qu'on ne pouvait pas prendre chez nous, bien sûr, on a décidé d'aider déjà un foyer qui existait, qui allait fermer faute de fonds, en faisant au baptême de Jonas, déjà une petite tombola. On a récolté
assez d'argent pour acheter un frigidaire, et ça continue comme ça. Un copain qui n'est pas là malheureusement, mais qui s'appelle Alexis, dont on parlera tout à l'heure, qui est un homme de théâtre, a décidé en une semaine qu'on allait faire une semaine de cabaret. C'est vite là que j'ai trouvé ce nom, moi, pour toi. En fait, tout a commencé comme ça, et puis on n'a jamais freiné, puis on en est à la situation où, que moi, pour toi, a pris une certaine ampleur, en Valais du moins, et peut-être à partir de cette semaine un peu plus loin. Alors Alex, on va retrouver ses enfants là. Oui, on va parler de ce premier foyer, non pas encore de Corrales, mais de Cuba, qui est un quartier de Pereira. Mais d'abord, je voudrais qu'on retrouve les deux qu'on a vus il y a un instant, c'est-à-dire Andrés et Jonas. On les retrouve 9 ans plus tard dans les rues de Martigny. Alors vous les reconnaissez peut-être, à gauche Andrés, à droite Jonas. Et ça, c'est l'entrée de votre maison, de l'immeuble dans lequel vous avez un appartement. Et puis la question, c'est qu'ils ont en fait envie de retourner là-bas. Je vais cet été, je suis pas sûre, mais je vais cet été là-bas. Il a dit, mon père, que nous allons essayer de faire une petite enquête. Ma mère, elle est morte du diabète. Peut-être qu'on retrouvera des photos de ma maman et de mon papa. Et puis, je suis impatient. Moi, ouais, j'aimerais bien aussi y aller. J'ai un copain au foyer en Colombie qui a retrouvé sa famille. Ouais, c'est très touchant. Les pères, les mères, on confond un peu tout et je trouve ça magnifique. Non? Ben, j'espère que ça veut dire que le message passe déjà. Oui, non, c'est extraordinaire. Et puis, où je suis très fier, je dirais, c'est que ces enfants ont été adoptés en Suisse, mais qui sont très fiers d'être colombiens. Et, parce que pour moi, la Colombie, malgré tout ce dont on a parlé tout à l'heure, la violence, la drogue et tout ça, c'est un pays extraordinaire. Évidemment que je vais dire c'est le plus beau pays du monde, mais enfin, voilà, c'est mon pays aussi, c'est vrai. Et vous partagez cette expérience-là. C'est peut-être un peu plus facile, si j'ose dire, que pour des parents qui adopteraient des enfants et qui n'auraient pas de lien du tout avec le pays d'accueil. On la partage quotidiennement. On est tous les jours en Colombie. Et je dirais même que ma maison, c'est une enclave colombienne en Suisse. Alex. Oui, on va y revenir, on parlait de ce premier foyer au secours duquel vous êtes venu, et là vous êtes devenu déjà pour ces premiers adolescents Papa Christian, ce cri que j'ai entendu depuis lors avec vous. Alors là aussi c'est un document d'amateur, mais voyons un peu l'accueil qui vous était réservé, c'était il y a 4 ou 5 ans. Et voilà ce premier... ¿Quién se quiere ir del hogar? ¡Nadie! Bueno, vamos, yo creo que es bueno que le demos un agradecimiento al señor Cristian y a la esposa que vinieron. Vamos a darle un agradecimiento con un aplauso bien especial. Ellos son los que han colaborado con la camioneta. Alors voilà ce premier foyer. Et puis vous avez remarqué qu'il y a un militaire, mais c'est pas pour garder les enfants, c'est pour les protéger. C'est pour les protéger parce que il peut y avoir des interventions extérieures. Écoutez ce témoignage. Omar González est un enfant qui a une histoire un peu particulière puisqu'il a été pris par la guérilla pendant 3 mois. Et là, il a appris à se servir de toutes les armes. Enfin, oui, tous les types d'armes. Le fusil mitrailleur, le pistolet, le Mauser, la grenade. Et finalement, il a réussi à se sauver, oui. Ça lui plaisait pas. Et il a pu arriver dans une ville assez proche de Pereira qui s'appelle Cartago. Ça, ce sont des situations presque ordinaires, malheureusement. Presque quotidiennes. Et là, je crois que Maryse, tu peux en parler peut-être plus... On est plus au cœur du sujet. Par rapport à une jeune fille qui nous a énormément touchés. Elle est arrivée à la fondation le 12 décembre 1997, remise par les services sociaux de Quinchía, un village à 3 heures de Pereira. Et puis elle nous a dit s'appeler Jessica Marcela Pinson Bueno, avec une histoire qu'elle s'est créée de toutes pièces. Et puis il y a une dizaine de jours, elle nous a avoué la vérité. Alors son père est un chef de file de la guérilla, du Frente Franco de Quinchía, de las FARC. Et puis elle a
Elle a tout simplement eu peur, donc elle a renié jusqu'à son identité. Et maintenant, elle veut qu'on l'appelle Maricela. Et les autres enfants s'habituent petit à petit à l'appeler Maricela. Et pendant 1 an, elle a tué son histoire, son passé, jusqu'à son identité. Alors je vous propose de refaire une toute petite pause, si vous voulez bien, parce que aujourd'hui, c'est des circonstances comme ça. Il se trouve qu'il y a un Valaisan qu'on connaissait bien, qui était un homme très lié à... El Gringo. El Gringo est mort. Ouais. Rappelez-nous qui était El Gringo. Et puis on reviendra sur la situation des enfants, oui. Mais ça en lien. Gilbert Favre, c'est un Suisse qui avait rencontré en Amérique du Sud celle qui était vraiment la créatrice de la chanson populaire latino-américaine, Violeta Parra. Rappelez-vous, Gracias a la vida, Camilla do Tanto, etc. Continuer, Alex. Non, sans façon. D'abord, il me manque un charango. Mais simplement, il se trouve qu'ensemble, ils ont fait de la musique. Et puis, après la mort de Violeta Parra, non plus au Chili, mais en Bolivie, à La Paz, Gilbert Favre, El Gringo, est allé créer une peña, une boîte à musique, enfin un café à musique qui s'appelait la Negra, et ça a été une fantastique gloire qui a été connue jusqu'ici. C'est donc seulement ensuite qu'il est venu ici chanter à son tour avec un groupe que vous avez connu qui s'appelait Los Rairas y Dominguez. Alors, un extrait d'un document de temps présent, là aussi, je crois, qui date de cette gloire et surtout dans lequel brièvement El Gringo raconte cette période des hauts plateaux boliviens. L'idée géniale, peut-être, ça a été de créer la Peña Negra, un cabaret de folklore, quoi. Il faut dire qu'à La Paz, à cette époque, il n'y avait pas grand-chose. La notoriété est venue, ça a été de la folie. Une fois, on m'a foutu en prison. C'était pour une sombre affaire de droit d'auteur. Là, il s'est passé un truc extra, parce que ça fait un tel merdier qu'ils ont dû me libérer au bout de 4 jours. Les taxis menaçaient de faire grève. Les flûtistes du Mala voulaient marcher sur la passe. Le président Mariento s'en est mêlé, l'ambassadeur de France aussi. Même les policiers m'étaient favorables. C'est dire, hein. Salut El Gringo, et puis fais une bonne route. En tout cas, nous, on ne t'oubliera pas. Et puis, on va t'offrir, là où tu es, un peu de la musique que tu aimes. C'est le groupe Kotoche qui est avec nous et qui va se produire notamment le 22 décembre au Théâtre de Valère à Sion. C'est à vous. Si acaso la encuentras, dile que sin ella ya no existo yo, porque para el
indio basta su bocina que llora en su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Viajero, si acaso la encuentras, dile que sin ella ya no existo yo, porque para el indio basta su bocina que llora en su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Voilà Alex, on va retourner dans redécouvrir ce parcours de ces enfants colombiens difficiles. Tout à fait. Je voudrais simplement dire que le groupe Kotoche qu'on vient d'entendre, qu'on entendra encore tout à l'heure, ça n'est pas un groupe comme ça de passage, c'est un groupe qui depuis le début a été aux côtés de la Fondation Moi pour toi, au point qu'il est d'ailleurs allé jouer pour l'inauguration du foyer. Donc, c'est intéressant, on fait toujours ce lien au fond. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, c'est vrai, je profite de l'occasion de leur dire un grand merci. Muchas gracias. Oui, on va repartir en effet pour Pereira, puisque en fait, vous avez choisi de travailler dans une seule ville. Hein. Voilà. Pereira, ça se trouve entre les deux cordillères. Je rappelle que la Colombie est à la fois atlantique et pacifique. Là, on est plutôt du côté pacifique. On est entre les deux cordillères des Andes, pas très loin de deux villes qu'on connaît à cause de la drogue, essentiellement, qui sont Cali et Medellín, mais Pereira, outre la drogue, c'est aussi le café, heureusement. Et je vous propose de découvrir cette ville et les nuits pauvres de cette ville relativement riche. Voici Pereira, 500 000 habitants. Je l'ai dit, beaucoup de pauvres. Alors, quand on est en bonne santé, eh ben, il suffit on peut tenter de gagner sa vie en cirant des chaussures ou en jonglant au milieu du flot de voitures. Mais ça, c'est à condition de ne pas tomber du panier, si vous me passez l'expression. Tomber du panier, c'est se retrouver parmi ces gamins de la nuit, ces gamins de la drogue aussi, parce que la drogue des enfants et des pauvres, ça n'est pas la cocaïne, c'est la colle, la sniff, et on en meurt assez rapidement. On peut mourir aussi de mort violente quand on est un gamin des rues. Ces gens du quartier de Pereira, c'est un document qui remonte à quelques années, racontent que la nuit, des inconnus sont venus enlever plusieurs enfants, une fois 4, une fois 6, une fois 7. On ne les a pas revus. Enfin, on ne les avait pas revus à l'époque. La nuit, c'est la nuit de tous les dangers. Et au pied d'un certain nombre de gratte-ciel de luxe, il y a ceci. Là, on s'approche de ce quartier, de ce qui reste d'un quartier qui s'appelle Galeria. Et Galeria, c'est ça, un endroit où personne n'ose aller la nuit. Il y a des gendarmes pour vous dire, non pas pour vous protéger, mais pour vous dire de ne pas y aller. Et puis parfois au matin, la presse ne prend même plus le soin de l'annoncer, on découvre pas très loin, dans un taillis, dans un fossé, simplement parce que les vautours, les charognards commencent à tourner autour, on découvre un enfant mort, comme c'est le cas ici, ou alors, mais là dans ce cas-là, la presse n'en parle même pas, ou alors, et ça s'est passé le mois dernier, toujours à cause des vautours, on découvre un charnier entier avec 27 squelettes d'enfants, peut-être ceux-là même qui avaient été enlevés devant les yeux des témoins qu'on entendait tout à l'heure. Voilà, c'est ça et c'est là, dans cette atmosphère-là, à la fois de violence et de tendresse, puisqu'on a aussi parlé de la tendresse tout à l'heure, dans cette atmosphère-là que travaillent les bénévoles de Moi pour toi. Pour ajouter quelque chose?
La Colombie est un pays très, très joli, comme on l'a dit au début, mais c'est vrai que c'est un pays qui est la proie d'une guerre civile depuis 1947, sauf erreur. Et puis c'est un pays où il y a énormément de morts chaque jour, une trentaine de milliers par année de morts violentes, de la guérilla ou de la délinquance commune, comme ils appellent ça là-bas. Et puis c'est un peu difficile d'y trouver un remède. Et quand ça touche en particulier les enfants, là-bas, en travaillant comme bénévole volontaire, c'est le quotidien. C'est la violence, elle est omniprésente. Il y a un blindage qui se fait pour les... Ça fait 6 ans que vous y êtes. Moi, je pense que vous êtes hyper blindé pour tenir le coup. Moi, après 2 ans, avec ma compagne Patricia, on en avait assez. C'est stop, ça devient insupportable, cette violence omniprésente. Et il y a un blindage qui se fait, mais qui est compensé par la tendresse le besoin de tendresse de ces mômes, le potentiel à leur donner, et ça balaye, ça annule nos propres craintes, nos angoisses, qui sont... L'angoisse, elle est tout le temps présente, mais ces gosses, ils en demandent tellement qu'il faut être là, il faut s'engager à... Alex, illustration. Oui, on l'a dit, l'intervention de Moi pour Toi à Pereira, ce sont d'abord 2 foyers pour gamines des rues dans la ville, et puis en dehors une grande ferme école, abri, dans laquelle vivent d'autres jeunes, et puis ils vont à l'école, dans une école communale, normale, à quelques kilomètres. C'est là que nous sommes allés les attendre avec Christian. Ils ne s'étaient pas revus depuis quelque temps. Alors je voulais simplement regarder la rencontre, les retrouvailles. Voici l'école. Voici un certain nombre des pensionnaires de la finca, Wilson. Et des jeunes filles appliquées, assez appliquées, pourrait-on dire. Et c'est donc là, il est 11h du matin, 11h30. Et il est donc temps de se refaire une beauté. Lorsqu'arrive, et ça n'était pas prévu, personne ne le savait, lorsqu'arrive la voiture de la fondation avec à bord Papa Christian. Cuidado. Ouais, je crois que ça se passe de commentaires, il n'y a qu'à voir votre visage là-dessus. C'est à vous à faire des commentaires. J'en ai pas. Vous étiez attendu. Hein. Je dirais que c'est mon salaire. C'est vrai que, en petite parenthèse, je suis journaliste professionnel au Nouvelliste au niveau sportif, donc à plein temps. Et ça ma fenêtre, c'est ma vie. Et je le fais bénévolement. Donc le salaire, c'est mon arrivée à Pereira quand j'entends que des enfants me sautent au cou en me disant Papa Christian. Et je crois que c'est important, cette relation très forte qu'on a avec ces enfants. On n'est pas ici très éloigné d'eux, on est là-bas avec eux aussi, et on a un lien qui est très fort. C'est vrai qu'il faut le dire, la Fondation Moi pour Toi, on est ici au départ, mais on est aussi à l'arrivée, et c'est assez rare dans ce genre d'action de gérer le tout, disons, et de gérer le côté émotionnel aussi. Oui, alors on parle beaucoup de la finca, de la ferme, on ne l'a pas encore découverte. On va vous suivre, on va surtout suivre les enfants qui ont terminé l'école et qui rentrent à la finca. Vous allez voir dans quelles conditions. Et puis ensuite, vous allez découvrir la finca. Voici donc les 2 voitures de la maison, la camionnette que conduit généralement Pierre-Alain. Voici les gosses. Voici Là, c'est plutôt les filles. On sépare assez d'ailleurs, hein, filles et garçons. Remarquez que dans le pensionnat, il vaut peut-être mieux. L'école, je vous l'ai dit, se trouve à 5 ou 6 km. On est dans des régions de production de café. Il y a aussi passablement de bananeraies, un peu d'orange. Et lorsque les enfants approchent de la finca, ils s'en réjouissent parce que l'après-midi, en général, ou bien il y a quelques ateliers, ou bien ce sera simplement des jeux, des retrouvailles, quelques escapades à l'intérieur du domaine de la ferme. La voici, c'est très discret. Fondation Moi pour Toi.
Je vous laisse, Christian, le soin de commenter si vous le voulez. Je crois qu'il y a une commentaire à faire, c'est sur le climat aussi. Hein. Ouais. Dans un endroit, on est à 1500 mètres d'altitude à peu près. Et il fait continuellement entre 25 et 35 degrés, je dirais. Ouais. Et surtout dans cette partie-là, qui se trouve à peu près une demi-heure de la ville, la chaleur est assez intense. J'explique ça parce qu'on voit tous ces enfants qui sont sans le t-shirt, moi, pour toi. Oui. on voit le café. On est donc au milieu d'une plantation de café. Donc lorsque les enfants reviennent à la finca, ils ont un certain nombre d'activités. Vous allez les voir, mais d'abord, il va leur falloir manger. Je retrouve cette... Peut-être juste un mot. Dites-nous comment vous financez ça. Le financement se fait en grande partie depuis la Suisse. Donc on a un club de parrains qui s'appelle le Club des 1000. C'est 1000 personnes? Non, justement, c'est pas 1000 personnes, c'est 1000 francs. Parce qu'on en veut 1000 personnes de 1000. Non, mais il y en a déjà plus de 1000, mais on en a encore besoin de beaucoup d'autres. Non, c'est 1000 francs en fait. L'idée c'était que les gens s'engagent à long terme. Oui. Et j'ai fixé le chiffre de 1000 parce que Club des 1000, c'est assez commun dans le milieu du sport en tout cas. En tout cas, Club des 100. Club des 100. Nous, on est plus décents que certains clubs décents d'ailleurs. Mais le club des 1000, donc c'est 1000 francs divisé sur 5 ans, c'est ce qui fait 17 francs par mois. Ce qui est vraiment pas énorme, quoi. Bien sûr. Et ce qu'on voulait, c'est surtout avoir beaucoup de gens, intéresser le plus de monde possible à nous aider. Pour l'instant, on est à 1052 membres. Alors, on continue dans les réalisations. Oui, je crois qu'on va pouvoir continuer à voir un document. Je laisse le soin peut-être de découvrir. Voici justement, non plus la finca, mais l'un des foyers, le foyer des jeunes filles. Alors, on est là au-dessus d'un barrio, d'un bidonville quasiment. Et dans ce bâtiment relativement plus moderne, il y a une partie qui est une partie où se trouvent les jeunes filles du foyer de Providencia. On retrouve Christian Bichelot, bien sûr, avec l'une des pensionnaires, parce qu'il fait le point avec chacune lors de chacun de ces voyages. Vous voyez que les filles, elles vont à l'école, mais on va à l'école à tour de rôle, c'est-à-dire certaines le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. C'est un problème de locaux. Et entre-temps, on s'occupe de ces petites affaires. Écoutez pourquoi on apprécie Christian, Papa Christian. Pour moi, Christian, c'est l'homme qui m'a permis d'aller à l'école, d'être ici, et puis qui me donne un sourire, qui me guide, qui peut m'aider quand je vais au collège, qui me donne un peu d'argent. Et pour moi, Papa Christian, c'est beaucoup. C'est lorsque la Fondation Moi pour Toi est devenue indépendante, la première chose que nous avons fait, c'est créer un foyer pour adolescentes qui se trouvaient dans le quartier de Cuba. Étant devenu trop dangereux, n'étant pas le milieu idéal pour faire une rééducation entre guillemets de ces jeunes filles, on a changé de lieu pour venir ici à Providencia. C'était le premier foyer indépendant de la Fondation Moi pour Toi, et ça me tient à cœur énormément. Alors vous avez vu d'abord Providencia, et ici c'est l'autre foyer. Un bonjour d'ailleurs au dernier né, au dernier des adoptés, Elias, nous le retrouverons. Mais donc nous arrivons dans ce quartier relativement luxueux, et vous allez comprendre pourquoi. Voici donc Pierre Alain, vous allez retrouver Marlise, et c'est une visite comme il s'en passe plusieurs par semaine. Salut Elias. Plusieurs par semaine. Ce lieu, il a fallu le choisir parce que le précédent était trop dangereux. Bien sûr, il était plus populaire. Les jeunes, les gamines s'y sentaient mieux. Mais il y a eu des règlements de compte. Il y a eu même un crime juste en face pour des affaires de drogue. Et c'est donc pour ça que finalement, ils sont venus ici, quitte à devoir s'adapter. C'est beaucoup mieux. On a eu beaucoup plus de progrès par rapport au développement des jeunes que dans le quartier populaire de Cuba. Ça veut dire qu'au fil du temps, ils acceptent l'idée de vivre dans un quartier résidentiel. Et c'est-à-dire aussi se plier à la forme de vie d'un quartier résidentiel. Moi, je suis venu à cause de la situation économique de mes parents. Pour moi, c'est bien d'être ici. Ça me permet de travailler et puis d'être un être humain.
Ben voilà, ça c'est notre lundi, le décor est planté. Hein. Maintenant, on sait à peu près où l'on est, on voit votre démarche. Et puis, avec vous, on va continuer cette semaine parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vous résidez depuis longtemps là-bas. Puis vous avez quelqu'un à nous présenter, non? Vous n'avez pas quelqu'un à présenter aujourd'hui? Oh, il me semble qu'en tout cas, il était vraiment sérieux, téléspectateur sérieux, attentif. Elias, où est-il? Elias, il est juste là au fond. Vous nous présentez Elias, alors dites-nous. Elias, c'est un petit Colombien de Quinchilla, il a 2 ans et demi. Et nous l'avons accueilli le 2 octobre. Nous l'avons adopté le 2 octobre. Cette année. Là, il sait qu'on parle de lui. Il se dit, je pourrais peut-être venir sur le plateau. Il n'y a aucune raison que je ne sois pas à la table. Alex va aller le chercher. Et peut-être... voilà. Je vous dis... Voilà, je vous l'amène. C'est pas mieux comme ça. Voilà. D'accord. Juste encore un mot, puisque vous êtes venu nous voir aujourd'hui, de cette expérience pour vous personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu? Non pas ce que l'on peut faire pour les enfants, mais ce que l'on garde au fond de soi, qui est vraiment le fruit d'expérience pour soi. Moi, je parlais de privilèges. Ces gosses, ils nous ont ouvert leur... nous, on a ouvert les portes d'un foyer, mais eux, ils ont ouvert leur cœur, ils ont ouvert leur tolérance, ils nous ont acceptés tels qu'on était. On est gauche, quand on débarque avec des idéaux, avec des... On est arrogant en tant qu'Européens. Eux nous acceptent, ils nous tolèrent comme on est, ils nous pardonnent beaucoup d'erreurs. On a fait un cheminement avec eux, ça continue avec vous. Il y a ce côté relationnel qui est immense et c'est une impression qui est comme le logo, mais là c'est au niveau du cœur, le contact. On rencontre une fois un gosse de la rue, je crois qu'on l'a imprimé pour longtemps. Et vous? C'est une expérience très enrichissante que d'avoir travaillé pour la Fondation Moi pour Toi. Les Colombiens sont des gens très chauds, très chaleureux, très vivants, et on a beaucoup à apprendre. Hein. Nous qui sommes souvent considérés comme froids, les Européens, eux ont beaucoup à nous transmettre, nous apprennent beaucoup. Hein. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On salue les téléspectateurs de TV5 parce qu'il faut dire que ce programme passe également sur TV5, c'est-à-dire que très probablement qu'en Colombie, il y a quelques chances que vous soyez suivis. Et je pense que les gens de là-bas auront apprécié vos propos. On termine en musique, c'est avec vous et on se retrouve naturellement demain. Que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que yo era para ti, que tú eras para mí, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que yo era para ti, que tú eras para mí, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial.
por eso es que me voy. Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí.